Il est avant tout dans nos esprits un visage de France 2 dont il a été nommé en 2001 directeur général délégué à l'information et où il a animé pendant 3 ans une émission de débat politique 100 minutes pour convaincre. Depuis 2005, on le retrouve sur la toute nouvelle télévision d'information économique Made in TNT, BFM TV, où il anime chaque jour un direct, mais on ne sait finalement pas qui il est, quel a été son parcours de journaliste. Alors toute cette semaine, dans VIP, nous allons apprendre à le connaître en évoquant son enfance, son rapport à Dieu, la valeur qui a le plus de prix à ses yeux, la tolérance, mais aussi des thèmes qui lui tiennent à cœur, comme la peine de mort ou l'histoire de 2 pays qu'il admire, l'Espagne et la Pologne. Mais aujourd'hui, c'est un self-made man, comme on dit, que nous allons découvrir. Olivier Mazerolle, bonjour. Bonjour. Et j'insiste là-dessus, pas d'école de journalisme, vous êtes Non. vraiment fait tout seul, vous êtes formé sur le terrain. Ah, tout seul, non. Bah, Non, avec des gens, oui. entouré par des professionnels seniors et qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont tenu aussi, parce que, vous savez, quand on est gamin, moi j'ai débuté dans ce métier, j'avais à peine 18 ans. Ouais. En réalité. Et donc, il fallait me tenir à l'époque. Et ils m'ont éduqué. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ils m'ont éduqué. Mais vous êtes tombé dans le journalisme un peu par hasard. C'est parce que quelqu'un vous a pris sous son aile, un Pas journaliste. par hasard, j'avais envie de ça. Ah, quand même. J'avais envie de ça, vous savez. Une curiosité de ça. Il se trouve que, bon, le hasard de la vie, c'est comme ça. J'avais trouvé un boulot comme scribouillard dans une compagnie d'assurance. Ça m'enquiquinait fortement. Et au bout de 36 heures, j'ai eu la chance d'apprendre que quelqu'un à qui j'avais écrit, qui était un journaliste, acceptait de me rencontrer. Donc, je suis allé le rencontrer. Le soir même, il m'a planté la lettre que je lui avais adressée devant les yeux. Il m'a dit, il y a 2 fautes d'orthographe dans sa lettre. Où sont-elles? Et bon, c'était des fautes d'accord très faciles à repérer. Et donc, je lui ai indiqué, il m'a dit, ça va, je suis rassuré. Donc, est-ce que vous pouvez commencer demain? Et la compagnie d'assurance, je lui ai dit au revoir. Hein. Et de fait, vous avez commencé dans le judiciaire parce que cet homme-là... Voilà, il était chroniqueur judiciaire, il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à travailler parce qu'il avait beaucoup de collaborations. Et donc, grâce à lui, j'ai appris la rigueur, la vérification des informations, et puis l'écriture, enfin, tout simplement. Alors, c'est vrai que Et le droit. Et le droit. Et en plus, enfin, le droit. je ne suis pas devenu un grand spécialiste du droit, mais enfin, en tout cas, le bagage nécessaire pour comprendre ce qui se passait dans les procès. Alors c'est vrai que les journalistes de votre génération ont toujours commencé par la presse écrite, ensuite passent en radio pour finalement, pas tous évidemment, mais finalement arriver à la télé. Vous, la radio, ça a été une partie importante aussi de votre métier de journaliste. Ah oui, D'abord oui. Europe, J'ai commencé à la radio RTL. en 65 à Europe 1. Et je l'ai terminé donc en 2001 avec RTL. Et à chaque fois témoin de grands événements historiques qui vous ont marqué au fur et à mesure. À chaque fois, Europe 1, oui, j'ai vu par exemple Lucien Léger être condamné à la prison perpétuelle. J'ai vu... Mai 68. Mai 68, bien entendu, qui n'était pas rien. Et Non. puis ensuite, à Radio Monte Carlo, j'ai vu Anwar el-Sadat à Jérusalem. Ça, c'était vraiment un très, très, très grand moment. Et puis, j'ai vu ensuite, pour RTL, toute l'épopée de Solidarność en Pologne et le 13 décembre 81. J'étais à Varsovie ce jour-là. Et puis, 6 mois plus tard, les Israéliens entraient dans Beyrouth. Voilà, ça c'était des grandes époques, oui, des grands événements, et qui marquent profondément, voilà. Surtout, parce que mai 68, bon, évidemment, on avait l'âge quasiment des étudiants, sauf que nous, on était journalistes, et donc il y a eu une espèce de connivence de jeunesse, et en même temps, il fallait rester quand même en retrait, et on se disait avec les copains, une fois que mai 68 a été terminé, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans le métier, mais enfin, on aura au moins connu ça, voilà. On avait l'impression d'avoir connu la grande affaire, une grande épopée historique. Bon, après, avec le recul, il faut quand même relativiser, mais enfin, c'était quand même un grand moment. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se réfère encore à mai 68. Oui, tout à fait. Et d'être à la fois sur les événements chauds, comme on dit, tout en étant, entre guillemets, qu'observateur et non pas acteur, c'est quelque chose qui vous travaillait. Enfin, c'est vraiment ce pourquoi vous vouliez faire ce métier? Oui, la curiosité. Vous savez, quand on est gamin, on vous dit que la curiosité est un vilain défaut. Bah, justement, comme moi j'étais un peu rebelle, puisque la curiosité était un vilain défaut, j'étais très curieux. Voilà, ça m'amusait beaucoup. Et puis il y avait une autre chose aussi, ça c'est une anecdote, mais en réalité,
Bon, je ne peux pas dire que c'est ça qui m'a poussé à vouloir être journaliste, mais en réalité, j'avais un voisin dans l'immeuble dans lequel j'habitais qui lisait régulièrement le journal. Et un jour, je ne sais plus, j'avais 7, 8 ans, 9 ans, je me souviens plus très bien, il m'a montré le journal, il m'a dit, tu sais, il ne faut pas croire ce qu'il y a là-dedans, il mente. Il raconte des histoires. Mais alors, il le lisait en même temps. Et donc, je trouvais ça formidable parce que donc c'était des gens qui gagnaient leur vie en mentant. Et là aussi, le mensonge, c'est un vilain défaut. Donc, ça m'amusait beaucoup. Et puis ensuite, après, quand j'ai eu 11, 12 ans, ce qui m'intéressait à travers tout ça, c'était ces voix qui venaient de très loin, à travers la radio, des gens inconnus. Par exemple, il y avait Georges Briquet, le Tour de France. Il relatait le Tour de France, mais les étapes du Tour de France. Mais avant, il racontait les villes et les villages qu'il traversait, les habitudes de la France. Et puis, ensuite, on nous relatait les étapes. Et ces coureurs, ils étaient... c'était un mythe en même temps, parce qu'on ne les voyait pas. On avait un visage pour certains d'entre eux, parce qu'on lisait les journaux, alors on voyait une photo de temps en temps. Mais... Et tout ça, et c'était les journalistes qui faisaient vivre ça. Et tout ça, ça me donnait envie, bien sûr. Et puis, relater ensuite les grands événements du monde, 13, 14, 15 ans. Voilà, j'avais le droit de lire les journaux, hein, parce qu'au départ, ma maman m'avait dit, tu liras le journal uniquement la page sportive. Bon, et puis après, j'ai eu le droit de lire le reste, quoi. Et c'était le monde qui arrivait, quoi. Voilà. Alors, dernière question, si vous deviez prendre une année sabbatique, activité journalistique interdite, hein. Oui. Vous feriez quoi d'une année sabbatique? Eh ben, j'essaierais d'écrire un roman. J'en ai écrit un d'ailleurs qui était plus un récit qu'un roman, mais j'essaierais d'écrire un roman pour se libérer des contraintes du journalisme et d'écrire la vérité par l'imagination. Le roman permet bien souvent de découvrir mieux la vérité que la relation des faits. Moi, je suis très jaloux des romanciers qui arrivent à vous faire percer les choses comme ça beaucoup mieux, parfois que nous, journalistes, nous parvenons à le faire. Donc, j'essaierai. Je m'essaierai à ce style. J'en ai écrit un qui a eu un succès, soyons elliptiques, très modeste, qui s'appelle Une nuit d'autrefois et qui relate un peu ce qui s'est le 13 décembre 80 en Pologne. Mais voilà, à travers ça, quand vous pouvez vous libérer des contraintes du journalisme, c'est-à-dire cette vérification de l'information, la nécessité de ne pas raconter n'importe quoi, et que, en tout cas, de raconter des faits exacts, à travers le roman, vous pouvez imaginer, inventer, pas n'importe quoi, mais inventer et percer les personnages de leur psychologie. Donc j'essaierai ça. Voilà. On va vous attendre au tournant, Olivier Mazerolle. Merci beaucoup. Au fond de chaque homme civilisé se tapit un petit homme de l'âge de pierre, prêt au vol et au viol et qui réclame à grands cris un œil pour un œil. Mais il vaudrait mieux que ce ne fût pas ce petit personnage habillé de peau de bête qui inspira la loi de notre pays. C'est Albert Camus qui s'exprimait ainsi contre la peine de mort. Alors pour mon invité, qui a commencé sa carrière de journaliste comme chroniqueur judiciaire, la peine de mort est liée à son premier souvenir de procès. Je crois, Olivier Mazerolle, que vous n'aviez pas 16 ans ou à peine 16 ans. J'avais 16 ans, oui. J'avais 16 ans et j'avais eu l'occasion d'entrer dans la salle de la cour d'assises parce que voilà, journaliste, oui, j'avais presque 17 ans, quoi. Journaliste m'avait procuré une carte pour aller dans le box de la presse judiciaire. Normalement, on n'a pas le droit d'assister à un procès, à l'époque, en tout cas, je ne sais plus aujourd'hui si c'est le cas encore, avant l'âge de 18 ans. Alors donc déjà... j'étais vraiment un gamin. Je n'avais pas mis mes culottes courtes, j'avais des pantalons quand même pour essayer de me vieillir un peu. Le garde m'avait regardé, mais enfin bon, il m'avait laissé passer quand même, j'avais la carte. Puis un procès impressionnant, parce que ça s'est conclu par une peine de mort, justement. Oui, c'était un procès très impressionnant à l'époque, parce que, un peu mondain d'ailleurs, parce que Brigitte Bardot, par exemple, qui allait tourner le film de Clouzot, s'appelle L'Accusé, je crois, était venue assister à ce procès pour voir comment ça se passait. Et c'était le fils d'un cadre important d'une firme très connue en France qui comparaissait. Et ce gamin, il avait, je ne sais plus quand il avait commis ses crimes, avait 19 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 20 ans, avait assassiné un pompiste un matin à 4 heures. Il avait expliqué dans une première version qu'il l'avait fait parce qu'il trouvait que le pompiste avait un peu tardé à le servir. Ça se passait à la fin des années 50, c'est-à-dire à ce moment-là, les pompes à essence étaient fermées la nuit. Et puis, il avait aussi assassiné une prostituée après l'avoir inondée d'essence. Il l'avait brûlée en forêt de Fontainebleau. Très gai tout cela. Et ce gamin avait fait tout ça tout simplement parce qu'à l'âge de 18 ans, il en avait marre d'être en classe et il avait exigé de son père qu'il lui achète un bar à Pigalle et le père avait cédé.
Et ce môme avait voulu jouer au caïd, quoi. Voilà. Et donc il se retrouvait là, aux assises, finalement il plaidait non coupable, il refusait que son avocat, qui était le grand avocat de l'époque, Maître Floriot, plaide la folie, parce qu'il était manifestement un peu dérangé. Mais surtout, voilà, ce qui m'a impressionné, c'est la conclusion, cette peine de mort. C'est-à-dire que j'ai vu, là, ce que c'était que la peine de mort. Moi, je n'ai pas assisté à l'exécution, heureusement, d'ailleurs. C'était une abomination. J'ai lu le bouquin de Badinter, mais... là, déjà, simplement assister à une condamnation à mort, vous êtes déjà dans la cour de la prison au moment où ça va se passer, parce que vous sentez les chroniqueurs judiciaires les plus endurcis, ceux qui, à l'époque, étaient très favorables à la peine de mort. Au moment où la cour revient, s'assoit, et tout le monde attend, et le président dit « Accusé, levez-vous ». Et on sait qu'il va rendre le verdict, et que c'est possiblement la peine de mort. Il y a une sorte de frémissement, une sorte de peur charnelle, physique, qui vous étreint. Et moi, je l'ai ressenti, ça, y compris j'allais dire chez les vieux, je ne vais pas dire ça, là, ce que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai ressenti. Même ceux qui étaient favorables à la peine de mort. On sent qu'il va se passer quelque chose, comme une espèce de rite sacré. Et puis là, le président qui dit à la question, y a-t-il des circonstances atténuantes? La réponse est non, à la majorité, etc., etc. On sait qu'il va dire ensuite, en conséquence de quoi la Cour condamne à la peine de mort. Et tout ça, cette espèce de rite phénoménal, vous êtes dans la cour, je vous assure, à ce moment-là, vous voyez la guillotine qui va tomber, la lame qui va tomber. Et puis, elle tombe sur qui? Sur cet homme qui est en face. Et qui fait quoi au moment où il s'entend être condamné à mort? Il prend un visage énigmatique, une sorte de sourire lunaire, et là, il parcourt toute l'assistance, cette cour d'assises dans laquelle l'atmosphère était moite, tellement il y avait de monde, tout le monde transpirait, c'était une chaleur animale dans cette cour. Tout ça, il regarde les gens. Il y avait son père qui était là, les people, comme on dit aujourd'hui, et puis l'assistance, et puis ensuite les chroniqueurs judiciaires, les uns après les autres, et puis la cour, les jurés, un par un, comme ça, toujours avec ce sourire énigmatique, comme ça, lunaire. Et enfin, quand il a eu fini de passer tout le monde en revue, il se tourne vers les deux gendarmes et il leur tend leur poignet, deux poignets comme ça, d'ailleurs, de dire « Allez, maintenant vous pouvez me les mettre, les menottes, et qui c'est le vainqueur? C'est moi. » Et là, vous voyez la lame qui tombe là-dessus, et vous dites « Mais c'est pas possible, c'est anachronique, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. » Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La foule sort, le père sort. C'est un peu le procès du père aussi. Hein. Le père sort, il a vu son fils être condamné à mort, je sais pas, enfin ça doit être abominable, c'est quelque chose. Et là, la foule le suit dans les couloirs du palais de justice pour aller jusqu'à la sortie et lui crie « C'est toi qui as condamné ton fils à mort. C'est toi le responsable. » C'est un film là que vous racontez. Non, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Et ça vous a pas dégoûté? Vous vous êtes dit, je continue dans le journalisme malgré ces frissons, cette peur, cette tension. Parce que quand vous voyez ça, vous dites ça, c'est l'antre de l'humanité, c'est l'antre caché de l'humanité. C'est la bête, elle est là, elle est là. Et je vous assure que pour la vie entière, vous êtes vacciné contre la peine de mort. Et ça vous aura appris quoi, cette expérience très très forte qui a marqué vos débuts dans le journalisme? Ça m'a apporté que vous ne pouvez pas tolérer l'injustice. Voilà. Là, c'était un paroxysme. Tous les procès ne se terminent pas par enfin même à l'époque, ne se terminaient pas par la peine de mort. Parfois, ça se terminait par un mois de prison. Mais l'injustice. J'ai vu aussi, alors moins dramatique, mais quand même, dans les procès en comparution directe, hein, un président qui à l'époque, il avait ses tarifs. Alors dans le box, les types qui comparaissaient, ils avaient vite compris, mais le premier, lui, il savait pas, hein, et il disait « je suis pas coupable ». Non, non, monsieur le président, j'ai rien fait. 1 an de prison, toc. Le deuxième, vous reconnaissez pas? Non, 1 an de prison. Le troisième, vous reconnaissez? Oui, je reconnais. 6 mois. Ah, ça va. Les suivants, ils avaient compris. Ils reconnaissaient. Et quand vous voyez ça, vous dites c'est pas possible, quoi. Heureusement, toute la justice française ne fonctionne pas comme ça, mais ça a existé. Et peut-être que ça existe encore dans certains coins. Je ne sais pas. Eh bien, en tout cas, c'est un souvenir qui nous aura, enfin moi en tout cas, qui m'aura tenu en haleine. Hein. Je vais raconter ça dans votre roman. Peut-être, oui. Mais ça, c'est pas un roman. Ça, c'est l'histoire vraie. Oui. Merci beaucoup, Olivier Mazerolle.
Mon premier est un pays d'Europe, latin, qui ne se résume pas au flamenco, à la corrida et au château qu'on prétend y construire. Mais c'est aussi un pays qui a su évoluer en douceur après la mort de son dictateur Franco. Mon second est un pays de l'Est, célèbre pour un pape qui aura marqué l'histoire, pour ses plombiers, très appréciés chez nous, et surtout un pays qui est sorti du communisme grâce à la volonté d'un électricien, d'un pape et aussi de tout un peuple. Alors ces deux pays, Olivier Mazerolle, vous tiennent à cœur, l'Espagne et la Pologne, parce que ces deux pays ont en commun, ils n'ont peut-être pas grand-chose en commun, mais ils ont en commun d'avoir des révolutions douces. Ils ont accompli l'un et l'autre un miracle dans l'histoire de l'humanité. Et ça s'est passé à nos portes, en Europe. L'Espagne, c'est vraiment à notre porte. La Pologne, c'est un petit peu plus loin, mais pas si loin. Si on veut bien réfléchir, Berlin, c'est à 1000 km, donc c'est Paris-Nice. Et la Pologne, c'est à 120 km de Berlin. Donc vous voyez, c'est franchement pas très très loin. L'Espagne, d'abord, oui, bien sûr, parce que lorsque Franco est mort, tout le monde en France, et particulièrement l'élite de l'époque, considérait que Juan Carlos était un imbécile et qu'il ne réussirait à rien. Et il s'est passé cette chose fantastique, c'est que non seulement c'était pas un imbécile, mais que c'était un homme pétri de sa responsabilité. Et il a su s'entourer. Et il a eu la chance peut-être aussi de rencontrer des Espagnols qui avaient la même conviction qu'il y avait une phase historique à faire franchir à leur pays et qu'il fallait surtout éviter que le sang ne coule. Il y a eu Adolfo Suárez, Premier ministre, issu du franquisme, mais qui évidemment était convaincu qu'il fallait une évolution. Il y a eu Felipe González, tout jeune militant socialiste à l'époque, que là aussi les Français considéraient comme un moins que rien, un petit étudiant de rien du tout. C'est vrai qu'il se promenait avec un petit blouson. Mais qui est devenu Premier ministre après, en 82. Oui. Et puis, je dirais un homme qu'on a complètement oublié, qui s'appelle Santiago Carrillo, qui était le leader du Parti communiste espagnol, qui était réfugié en France, qui est rentré en Espagne peu de temps après, clandestinement, qui a été arrêté peu de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous ces hommes ont fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Le roi, en voulant l'évolution de l'Espagne vers la démocratie, accompagné par Adolfo Suárez dans un premier temps, Felipe González, qui ensuite est devenu Premier ministre du roi lorsque les premières élections libres en Espagne ont pu être organisées, mais qui jamais n'a mis la République en avant, n'a mis la monarchie en cause. Et puis Santiago Carrillo, qui lui alors aurait pu vraiment... les communistes en Espagne en avaient vraiment bavé, ils ont été meurtris, assassinés. Et qui lui aussi, quand il rentre, dit la monarchie, on verra si c'est un problème, en tout cas c'est pas la question du jour. Et ces gens-là... 4 personnes, donc seulement 4 personnes qui ont porté le poids le destin d'un pays sur leurs épaules. Ils ont su avoir des échos dans tout le pays et ils ont préservé l'Espagne. Il y a eu une tentative de coup d'État, etc. Mais ils ont su préserver l'Espagne qui est devenue aujourd'hui un pays peut-être l'un des plus démocratiques d'Europe, quoi. Voilà. Et puis alors, la Pologne, là on est un peu plus tard dans le temps, la Pologne qui vous intéresse c'est le romantisme, hein, on voit tous, ça y est, les Polonais qui s'en vont, les cavaliers polonais qui vont charger les chars allemands en 1939, on imagine tout ça. Et là, il se passe une chose extraordinaire, c'est que Wałęsa, quelques intellectuels, et le pape, évidemment, qui est au-dessus de tout ça, et qui dit des choses extraordinaires, qui dans n'importe quel pays déclencherait une révolution. Exigez la vérité. Ne vous soumettez jamais aux mensonges. Moi, je me souviens, à l'époque, quand je couvrais ces événements, j'avais un journaliste à RTL qui me disait « Mais il est fou, il va déclencher. » Mais pas du tout. Je lui disais ça sur l'antenne, mais pas du tout. Il faut comprendre. Il leur dit en même temps que la vérité, elle s'obtient par une lutte persévérante, pas par des foucades. Et Wałęsa, qui était complètement là-dedans aussi, la lutte persévérante, pugnace, mais non violente, jamais de violence, et qui, lorsqu'il sentait que ça dérapait dans les meetings, rattrapait le coup, pour qu'à la sortie, les gens n'aient pas l'idée d'aller se battre. Mais c'est vraiment la résistance pacifique. Et les intellectuels qui nourrissaient tout ça, et qui disaient, attendez, si on va se battre, ils sont plus forts. Wałęsa qui disait ça, mais vous voulez vous battre contre les chars? Ils en ont plus que nous. Vous voulez prendre des fusils? Ils en ont plus que nous.
Donc arrêtez avec tout ça. Et qui ont accepté d'aller en prison, qui ont accepté de mener une lutte, une bagarre de 9 ans dans l'obscurité, abandonnée à un certain moment, parce qu'une fois que l'épiphénomène a été passé, on s'en est foutu, et qui ont organisé les premières élections libres avant que le mur de Berlin ne tombe. La Pologne a été le premier pays qui a donné la majorité à des non-communistes. Et le mur est tombé après. Il y a des hommes qui sont à la base de tout ça, c'est toujours quelques hommes, il y a aussi tout un peuple à chaque fois. Bien sûr qu'il y a un peuple, mais il faut le charisme, il faut l'intelligence, il faut aussi se rattacher, je ne sais pas si c'est à une éthique, à une vertu, en tout cas à l'idée qu'on peut écrire une page d'histoire et que cette page d'histoire, oui, c'est le contraire de Milosevic par exemple. Milosevic, il pensait que la page d'histoire devait s'écrire dans le nationalisme et le sang. Eux, ils pensaient que cette page d'histoire devait s'inscrire dans le respect de l'individu, dans le respect de l'homme, et que l'homme n'était pas fait pour détruire les autres ou pour se détruire lui-même. Et ça, parmi les intellectuels qui entouraient Walesa, il y avait des agnostiques. Tous n'étaient pas catholiques. Il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais simplement, ils se retrouvaient sur cette valeur-là. Et les Français auraient été capables de faire comme ça des révolutions en douceur, vous croyez? Parce qu'il y a quand même des caractères de peuple, non? Pour l'instant, on n'en a pas fait en douceur, mais enfin, 1789, c'était une autre époque aussi. Oui. Les Polonais, ils n'en ont fait pas en douceur, et à chaque fois... D'ailleurs, ces deux peuples-là, il faut dire aussi que les Espagnols comme les Polonais, ils avaient l'expérience de la guerre civile en Espagne, des révoltes populaires en Pologne, et à chaque fois, ils ont vu ce que ça donnait, la défaite. La défaite. Le sang, des torrents de sang, et puis l'acculturation. Ils n'en voulaient plus. En tout cas, c'était une bonne idée à vous de nous parler de ces révolutions douces, parce qu'on oublie, l'histoire passe. Ça s'est passé là, on parle de Gandhi toujours. Oui, bien sûr, c'est très bien Gandhi. Voilà. Bravo, dans un pays d'ailleurs qui, par parenthèse, est extrêmement violent, parce qu'on nous dit toujours l'Inde, la non-violence. Non, Gandhi était non-violent. L'Inde, c'est une autre affaire. Mais voilà, là, chez nous. Chez nous. Et là, c'est encore toute la valeur du métier de journaliste, de nous mettre en avant et de nous montrer, voilà, ces petits exemples d'histoire et ces quelques hommes qui... Vous voyez, je ne sais pas, moi, quand Juan Carlos décédera, mais il faudrait lui faire des funérailles européennes. Pas nationales, européennes. Bah écoutez, on verra, on y sera aussi, en tant que journaliste. Je ne souhaite pas que ça arrive demain. Non, mais moi non plus. Moi non plus. Je vous remercie beaucoup, Olivier Mazerolle. On peut penser, comme l'écrivain français Jules Lemaître, que la tolérance est la charité de l'intelligence. Mais on peut également décider de se méfier de cette valeur et rejoindre Goethe qui écrivait que la tolérance ne devrait être qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect. Tolérer, c'est offenser. Et enfin, on peut carrément se rallier à l'opinion du puritain anglais Thomas Shepard qui disait dans un sermon que c'est la politique de Satan de plaider en faveur d'une tolérance infinie et sans borne. Alors la tolérance, c'est la valeur que vous avez choisie. Olivier Mazerolle, je ne sais pas ce que vous mettez sous la tolérance, vous. Est-ce que vous êtes plutôt Lemaître, Goethe, Shepard Mais aucun de ceux-là. Ils ont raison. Aucun. Non, mais ils ont raison. Ils ont tous raison, d'accord. Oui, ils ont raison. Tout simplement parce que la tolérance, je pourrais ajouter que ça peut être l'indifférence. Je peux être tolérant, bon, cause toujours. Ce que tu racontes m'indiffère absolument. Ça peut être une forme de mépris. Donc c'est simplement, j'attends que tu aies terminé et puis ensuite on passera aux choses sérieuses. Ça peut être ça, la tolérance. Ça peut être la lâcheté. La tolérance s'attend, la lâcheté. Bon, c'est-à-dire, j'accepte tout, y compris les monstruosités les plus immondes, tout simplement parce que il faut être tolérant. Moi, la tolérance, je ne la place pas évidemment à ce niveau-là. Enfin, j'espère, en tout cas. Pour moi, c'est elle qui nous amène aux autres vertus. C'est-à-dire, c'est le respect de l'autre dans son identité. Ça ne veut pas dire que je vais me plier à sa loi. Ça ne veut pas dire que je vais accepter son raisonnement. Ça veut dire simplement que je suis capable de m'ouvrir à lui, de l'écouter, de l'entendre, d'intégrer ce qu'il me dit, peut-être d'évoluer en fonction de ce qu'il m'a dit, ou au contraire de lui dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais en ayant bien compris ce qu'il m'avait dit, justement, avoir des arguments à lui opposer. Vous êtes très Goethe alors en fait. C'est un état transitoire qui doit mener au respect. Non, je ne dirais pas que ça mène au respect. Je pense qu'elle est indissociable du respect. Si vous n'avez pas de respect, vous ne serez pas tolérant.
c'est le respect de l'autre. Mais il ne faut pas être uniquement respectueux. Parce que, encore une fois, ça peut mener alors à la lâcheté. Si à chaque fois que quelqu'un que vous respectez vous dit quelque chose et vous l'acceptez, si vous dit écrase ton chien, bon, alors vous allez écraser le chien. Non, évidemment, c'est pas ça la tolérance. Simplement, il faut être capable de s'ouvrir à l'autre, c'est-à-dire de l'entendre. Et pourquoi c'est quelque chose qui m'importe énormément? C'est tout simplement parce que je crois que c'est à la base du métier que je fais. C'est une qualité de journalistique. notre métier. Oui, c'est une qualité journalistique qui n'est pas toujours mise en pratique d'ailleurs. Hein. Mais ça devrait être une qualité de base du journalisme, c'est-à-dire l'autre, d'abord celui qui est en face de moi ou celui qui est en train de faire quelque chose, celui qui est l'acteur d'une information. Pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et au lieu de l'interrompre alors qu'il a à peine commencé sa phrase, pour lui dire qu'on est en désaccord avec lui, ce qui est, disons, à peu près l'habitude de 80% de journalistes qui se trouvent sur le terrain, ou quand ils rapportent une information, non, d'aller jusqu'au bout, et après seulement de commencer la discussion. Et même chose d'ailleurs à l'intérieur du journalisme, vous savez, combien de fois vous avez un rédacteur en chef qui dit au reporter: mais je m'en fiche, moi, de savoir ce que tu as découvert sur place. J'ai vu la dépêche d'agence, donc c'est ça qu'il faut que tu me racontes. Là aussi. Donc la tolérance, c'est l'ouverture à la vérité, enfin la vérité, à la recherche de la vérité de l'information. Alors est-ce que la tolérance a à voir avec l'objectivité du journaliste? Bien sûr. Oui. C'est la mère nourricière de l'objectivité. Enfin, l'objectivité, je crois justement que on parle toujours de l'objectivité. Je crois que l'objectivité, c'est quelque chose qui ne peut pas exister parce que nous ne sommes pas des robots. On est fait de chair, de sang, d'os, et puis on a notre passé, on a notre environnement, on a malgré tout, quand même, de temps en temps, des convictions. Donc on ne peut pas être objectif. Objectif, ça veut dire qu'on est en état de lévitation, comme ça, dans l'éther, on se promène, on n'est plus rattaché à rien. C'est impossible. Mais comme c'est impossible, justement, la tolérance doit nous permettre d'essayer de tendre vers ça, pour pouvoir relater le plus honnêtement possible ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous avons observé. Mais ça fait peur, le chiffre que vous avez annoncé, 80% des journalistes coupent déjà la parole en disant on n'est pas d'accord. 80%, je ne sais rien, je n'ai pas fait. Mais ça m'a frappé. C'est-à-dire que c'est une tendance du métier quand même. Vous savez, ça me frappe ça, que chaque fois quand j'étais reporter ou quand j'étais sur le terrain, que je relatais où j'avais rencontré quelqu'un, et je trouve ça intéressant de dire, même quand j'étais pas reporter, d'ailleurs quand j'ai dirigeais une rédaction, de dire tiens, j'ai rencontré un tel, voilà pourquoi il agit de telle manière. Je n'avais pas le temps d'expliquer ou de relater. Oui, mais tu comprends, etc. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qui est navrant. Qui est navrant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous devons nous soumettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut relater ce que disent les autres, comme, là aussi, comme si nous étions des simples greffiers. Et qui incarne pour vous cette valeur alors de la tolérance? Peut-être dans votre métier alors de journaliste, est-ce qu'il y a une figure qui l'incarnerait? Ou qui vous sert de modèle, en tout cas, de référence? Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Pas forcément. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a de très grands journalistes, est-ce que c'est la tolérance qui les a guidés? Je ne le sais pas. Mais la tolérance, c'est alors, au-delà du journalisme, un principe de vie, évidemment. Croyez pas que, par exemple, quand il y a des problèmes dans les banlieues, c'est le principe même de la société. Quand un gamin, aujourd'hui, rebelle, comme d'autres ont pu l'être dans le passé, comme j'ai pu l'être moi-même au même âge, on faisait moins de bêtises parce qu'il y avait des maillons sociaux qui faisaient qu'on ne pouvait pas en faire autant. Si on n'était pas tolérant au sens, encore une fois, vas-y, casse tout, t'auras raison. Non, c'est pas ça la tolérance. La tolérance, c'est savoir écouter ce qu'il a à dire et ensuite lui expliquer les choses et l'entraîner, le ramener et lui donner aussi, en étant capable d'écouter ce qu'il a à dire, la possibilité d'être lui-même. Vous croyez qu'il ne quitterait pas plus aisément le monde de la délinquance ou de la violence ou de la rébellion? Vous êtes tolérant, vous? Mais j'espère. Je n'ai pas cette réputation et je ne donne pas cette impression parce que j'ai des convictions fortes. C'est-à-dire que je les exprime fortement. Mais
je crois que je sais écouter et me pénétrer de ce que disent les autres. Merci beaucoup, Olivier Mazerolle. Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle jusqu'au bout à l'enfant que je fus, écrivait Georges Bernanos dans Les Grands Cimetières sous la Lune. Alors l'enfant que nous avons été, on peut choisir de l'oublier ou alors le laisser vivre en nous. Et je serais curieuse de savoir quel choix vous avez fait, Olivier Mazerolle. Eh ben, je n'en sais fichtre rien. Ah Parce que je ne me réfère pas à mon enfance. Il est certain que elle pèse. C'est évident, parce que d'abord il y a le tempérament inné, si je puis dire, et puis ensuite les circonstances qui font que on se façonne à cette époque-là. Elle pèse ou elle vous porte? Je ne sais pas. Sincèrement, c'est une question que je ne me pose pas. Je la regarde plutôt avec tendresse, cette période-là. Et comme tout le monde, j'imagine, il y a des gens que j'ai pas aimés à cette époque-là ou dont l'autorité m'a pesé. Et puis qu'ensuite, j'adore et j'aime aujourd'hui. Enfin, l'autorité, en tout cas, pas celle de votre papa, parce que vous l'avez perdu, vous étiez tout bébé. Oui. Vous n'avez pas connu votre papa. Non, j'avais 15 mois. Vous êtes fils unique, élevé par votre maman, issue d'un milieu socialement favorisé. C'était une enfance solitaire, alors, de fait? Pas de frères et sœurs, pas de papa? Oui, solitaire, mais en même temps, la famille était assez présente parce que j'avais beaucoup de cousins, dont deux, un garçon et une fille que je considérais comme, en fait, mes frères et sœurs, même s'ils n'étaient pas là en permanence. Mais je pouvais leur confier beaucoup de choses, parler avec eux. Voilà, quand ils étaient là, c'était une fête. Et vous aviez quel caractère, vous, enfant, alors? Oh, j'étais instable, j'étais assez désagréable, et puis j'étais pas méchant, non, je crois pas, mais j'étais rebelle. Tout ce qui avait trait à l'autorité m'exaspérait, quoi. Ça, c'était quelque chose que je n'aimais pas. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que ensuite j'ai accepté moi-même de diriger, non pas pour le pouvoir, mais en me disant comme ça, j'aurais moins de gens pour m'enquiquiner au-dessus, quoi. Oui. Voilà. Et donc, c'est plus tard le métier de journaliste qui vous a canalisé Oui, mais c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, ou surtout au lycée d'ailleurs, je me suis fait remarquer plusieurs fois, moi qui n'étais pas du tout, par exemple, du tout axé vers le Parti communiste, un jour, parce qu'un prof nous avait remis l'exposé de la copie pour une composition de musique. En plus, à l'époque, je faisais du piano, alors, théorie musicale, l'histoire musicale, tout ça, ça ne me posait pas trop de problèmes. Donc les questions qui étaient posées étaient très simples. Je savais qu'en 10 minutes, j'allais répondre à ce truc-là, mais comme lui-même était arrivé en retard, je me suis dit c'est pas possible, donc je me suis levé, j'ai dit camarades, nous n'avons quand même pas toléré qu'on nous distribue les copies comme ça, en porte-pièce et en retard, et sans que nous puissions disposer du temps nécessaire pour répondre. Évidemment, je me suis pris 8 heures de colle le dimanche, 8 heures à l'époque, ça existait. Et ensuite, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un très très joli bulletin qui m'interdisait finalement de continuer à entrer dans n'importe quel lycée, quoi. J'approchais de mes 16 ans, donc c'était fini. Mais ce que vous n'avez pas fait en termes d'études, on va dire officielles, a été beaucoup comblé par ce que vous avez reçu en famille, Oui, parce que c'est une famille très culturelle. Parce que, et c'est là où le tempérament journalistique, si je puis dire, l'emporte. Cette curiosité, elle était multiple, non seulement pour ce qui se passait autour de moi, mais ce que je n'avais pas pu apprendre en classe, j'avais envie de l'apprendre. Désormais, puisque j'avais plus personne pour me l'imposer, donc c'était formidable. Cette famille, on lisait beaucoup, enfin, donc vous lisiez les journaux. C'était une envie. Donc à ce moment-là, à travers, de façon très pragmatique, je ne recommande absolument pas cette méthode-là d'ailleurs, hein, parce que non, c'est quand même un grand regret. Vous savez, quand on n'avait pas fait d'études, c'est un très très grand regret. Il vous manque quelque chose, il vous manque une expérience, il vous manque une phase de la vie quand même. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Hein, après tout, c'est de ma faute. Comme vous le disiez tout à l'heure, j'étais d'un milieu où j'aurais pu suivre mes études normalement, donc c'était de ma faute. Eh bien, après, il faut apprendre. Par exemple, lorsque j'ai commencé dans le judiciaire, qu'il se passait quelque chose dans un procès que je ne comprenais pas, je notais, et puis ensuite j'avais posé des questions pour savoir, et j'avais appris ça pour la suite. Et puis le savoir général, je l'approfondissais en lisant des livres, des romans, voilà. Une encyclopédie, je me référais à l'encyclopédie, je me débrouillais, quoi, voilà. Hein. Et quel métier vous vouliez faire, petit garçon?
Ah, j'ai voulu être successivement conducteur de locomotive. Je pense que d'ailleurs ce n'était pas quelque chose de très rare à l'époque, tout simplement parce que le train, c'était les vacances et c'était formidable, ce convoi qui partait avec cette machine, la machine à vapeur, c'est quand même un être humain. Hein, beaucoup de gens ont décrit ça. Cette machine qui s'ébranle, qui souffle, qui ahane, qui souffre avec ses bielles qui commencent à secouer les roues, puis les roues ne veulent pas bouger, et la bielle va quand même les entraîner, et on s'en va tous en vacances. Et tout ça parce qu'il y a deux messieurs, un monsieur qui conduit et l'autre qui met les pelletés de charbon. Bon, c'est un métier terrible, mais en réalité, quand vous êtes gamin, vous ne voyez pas la difficulté de la tâche, vous voyez la beauté. Hein. Il nourrit la machine qui, elle, nous envoie en vacances. Donc voilà, j'avais envie de conduire les trains. Bon, puis après, ça m'a passé parce que je voulais être coureur cycliste. Voilà, le Tour de France, la beauté, tout ça. Et puis voilà, c'était des héros, ces coureurs cyclistes. Moi, j'allais au Parc des Princes voir l'arrivée du Tour. Hein, c'était fantastique. Et ils étaient adulés. Et puis ensuite, journaliste, ça m'a pris assez tôt. Hein. Une suite. Ça m'a pris assez tôt à cause de la curiosité. Voilà. Si vous pouviez vous adresser au petit Olivier Mazerolle, à l'enfant, vous lui diriez quoi aujourd'hui si vous pouviez le rencontrer? Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais arrête de jouer au con. Quoi. Hein. Voilà. Hein. Hein. Allez, fais tes devoirs, et puis voilà, quoi. T'es pas plus bête qu'un autre, donc tu peux les faire. Franchement, en plus, à l'époque, il n'y avait pas la télé, ou très peu. Oui. En tout cas, moi, je n'avais pas la télé chez moi, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas acheter des disques. C'était encore les 78 tours, moi, quand j'étais gamin. Bon, tout ça, franchement, donc on n'avait rien d'autre à faire que les devoirs. Hein. Et on traînait pas dans les rues, ça se faisait pas trop. Enfin, on jouait un peu au Tour de France ou aux billes dans les caniveaux, mais enfin, bon, quand même, à 5h ou 6h du soir, on était rentré chez soi. Donc, il n'y avait rien d'autre à faire. Pourquoi tu rêvasses comme ça? Franchement, fais-le, tu auras une bonne note, tu seras tranquille. Plutôt que d'être obligé de passer des examens de passage pour aller en 6e, puis ensuite en 5e, puis ensuite en 4e, puis ensuite en 3e, chaque année. Donc tu es obligé de travailler pendant l'été. Franchement, qu'est-ce que ça t'apporte? Hein? Vous voyez, il s'en est très bien sorti sans vos conseils. Ouais, enfin, bon. Merci beaucoup, Olivier Mazerolle. Extrait d'une homélie de Monseigneur Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence épiscopale française. L'Église vient dire à chacun « Tu es aimé. Qui que tu sois, tu es aimé gratuitement. Accueille cet amour en toi, qu'il habite ta vie, et tu verras combien il est puissance de renouvellement, de guérison intérieure, de lumière spirituelle. Cet amour ancrera en toi l'espérance, t'établira dans la confiance. Il te fera goûter la puissance du pardon, il te libérera de tes peurs, de tout ce qui emprisonne ta liberté. Il établira ton cœur dans la paix et dans la joie. » C'est un très beau message d'amour de la religion catholique. Olivier Mazerolle, c'est votre vision de l'Église catholique ou pas trop? L'Église catholique, amour Oui, non, mais c'est pas très convaincu, ça. Oui, dans la philosophie, dans l'éthique et dans l'esprit. Dans la pratique, je ne suis pas sûr qu'on trouve ça tous les jours, mais il y a énormément de prêtres qui sont des personnages extraordinaires et qui savent effectivement manifester cet amour vers l'autre, bien sûr. Mais c'est pas toujours le visage de l'Église que l'on perçoit, que l'on voit en tout cas. Non. Pas en premier, en tout cas. Non, mais l'Église, c'est compliqué. L'Église, d'abord, c'est une institution. Donc, dans toute institution, il y a forcément des mesquineries, des querelles de pouvoir, des bagarres, des luttes souterraines. Bon, enfin, on ne va pas réécrire toute l'histoire de l'Église catholique. Il y a des abominations, il y a des pages très belles. Voilà, simplement. Ce qui compte, c'est certainement le message. Et de ce point de vue, voilà, là, le message, il est magnifique, là, ce passage que vous venez de lire. Et vous ce message que vous avez entendu dans l'enfance, que vous avez reçu comme éducation, vous en avez fait quoi, vous? Ça, l'ouverture à l'autre. Vous soupirez beaucoup depuis le début de la conversation. Non, parce que c'est compliqué de dire ça, mais c'est l'ouverture à l'autre, voilà. Je crois que là aussi, voilà, pour moi, le christianisme, c'est tout sauf la fermeture sur soi. Avec une doctrine, je ne sais pas si c'est la bonne doctrine, sincèrement, je n'en sais rien. Bon, moi, c'est ma culture, alors j'ai envie de dire oui. Mais quand je dis ça, est-ce que je ne me réfère pas tout simplement à mes habitudes? Donc j'ai envie de dire oui, après tout, le bouddhiste qui a toujours vécu dans le bouddhisme, il pourra me dire la même chose en me disant c'est le bouddhisme, ou c'est l'hindouisme, ou c'est, je sais pas, l'islam.
Bon, mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que cette religion-là, le christianisme, ça doit être l'ouverture. Voilà, ça oui. Et je ne suis pas forcément non plus de ceux qui disent, mais alors dans ces conditions, sois chrétien et laisse tomber l'Église catholique. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, malgré tous ses défauts et ses turpitudes à certains moments, elle impose aussi une discipline. C'est un peu facile de dire, moi, j'ai ma relation directe à Dieu, alors c'est fantastique. Non, il y a comme ça des contraintes qu'on ne respecte pas forcément, mais qui sont quand même des rappels à l'ordre et qui sont... on sent quand le rappel à l'ordre est quelque chose qui touche au fondamental, on le sent. Ça ne veut pas dire encore une fois que on le respecte et qu'on est d'accord, mais en tout cas, c'est pas facile de le négliger. Par exemple, je vous vois là, interrogué, mais prenons l'exemple de l'avortement. Je ne crois pas sincèrement que l'Église catholique ait raison dans sa lutte contre l'avortement. Je ne le crois pas fondamentalement parce que ça n'est pas répondre à des expériences de vie qui sont vécues extrêmement fortement et de surcroît exclusivement par les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de discrimination liée à la création dont la personne qui subit ça n'est en rien responsable. Mais en même temps, quand on lit les pages de l'encyclique de Jean-Paul II sur les raisons qui le conduisent à dire non à la mort, on ne peut pas négliger non plus. C'est pas facile de lui répondre. Pas facile de dire qu'il a tort. Vous voyez ? Donc il y a une espèce de dualité, de combat permanent. Et ça, d'autres que des catholiques sont capables d'écrire ce genre de choses. Seulement, ils ne relient pas de la même manière à la transcendance. Et donc c'est moins fort pour moi. Et vous, est-ce que, quand on vous pose la question directement, vous vous dites chrétien, vous vous dites catholique? Oui, je dirais chrétien. Vous vous affirmez catholique? C'est chrétien. Et même catholique, oui. Je ne vais pas à la messe tous les dimanches, je le dis franchement. C'est pas ça. Je suis pas dans un milieu. J'étais dans un milieu catholique dans mon enfance, mon adolescence. J'allais au patro, je servais la messe. Bon, voilà. Tout ça. Vous n'êtes pas mystique. Tout ça, mais pas. Ah non, moi je suis très concret. Voilà. Ça, ce que je reprocherais à l'Église catholique, surtout européenne en tout cas, c'est cette déconnexion avec la vie. Voilà. C'est-à-dire que quand on va à la messe, franchement, je ne veux pas prendre Georges Brassens, mais enfin, sincèrement, soit on a encore des trucs en latin auxquels on ne comprend strictement rien, soit, bon, c'est très rare, mais enfin, ça arrive encore de temps en temps, soit on chante des cantiques qui sont purement folkloriques, mais qui ne nous rattachent en rien à la vie que nous vivons aujourd'hui. Allez dans les églises catholiques américaines, où là, vous avez l'expression de la vie. Alors on va vous dire, ah bah oui, mais alors c'est trop facile, vous comprenez, c'est une vibration du corps, ils se font plaisir, ça devient une espèce de spectacle, et c'est plus... Oui, peut-être, et alors, si c'est la voie... Moi je suis désolé, j'ai pas été conçu, et j'y suis pour rien, pour m'abîmer en prière. Le pape Jean-Paul II s'abîmait en prière, et je m'incline, et je dis ça sans ironie du tout, je vous assure, je m'incline vraiment devant cet homme, qui a su montrer à quel point il pouvait mettre en concordance et sa vie, et ses convictions, et sa foi. Bon, mais je dirais aussi qu'il avait une chance, quand même, au départ. C'est qu'il était dirigé vers ça, orienté vers ça. Il y en a qui ne sont pas du tout orientés vers ça. Moi, j'en fais partie, franchement. Le moment crucial de la messe, j'y crois sans y croire, et j'arrive pas à vivre cet instant. C'est pas de ma faute. Dieu sait pourtant si j'en ai vécu des instants comme ça. Ben, l'Église me porte pas à aller le vivre. Alors, un peu de charité, s'il vous plaît, quoi. Hein, voilà. Vous aimeriez que Dieu vous dise quoi quand vous le rencontrerez? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. J'espère qu'il sera gentil avec moi, hein, franchement, parce que il faudra qu'il soit très gentil. Il faudra qu'il soit très gentil. Ça, j'en ai bien conscience. Voilà. Donc, qu'il soit le texte que vous lisiez. Voilà, plein d'amour pour moi. Voilà. La mort vous fait peur? Sans doute, oui. Sans doute, mais en même temps, ça me frappe. On passe son temps, l'orgueil humain, hein, on n'en parle plus. La mort, ça n'existe plus. Hein, vous avez remarqué, ça, alors vraiment, c'est quelque chose. Moi, j'ai travaillé un peu à Radio Monte-Carlo, à Monaco, on ne voyait jamais de convoi funéraire. On ne mourait pas à Monaco. C'est fantastique, cette affaire-là. Hein, on ne meurt pas.
Non, enfin, c'est le plus grand péché, ça. Alors ça, c'est l'orgueil, parce que c'est trompeur, quoi. On sait bien qu'à la fin, quand même, il y a ce rendez-vous. Ben, moi, je vis comme si ça n'existait pas. Voilà, je vis l'instant présent, les moments comme ils viennent, et puis un jour, ça arrivera. Voilà, bon. Ben, je sais pas, j'aurai sans doute la trouille, oui, sûrement, oui. Enfin, si je suis encore conscient à ce moment-là. Merci d'avoir répondu avec une telle sincérité à mes questions. Merci Olivier Mazerolle. Joseph Joubert, ami de Chateaubriand et écrivain lui-même, disait que les questions montrent l'étendue de l'esprit et les réponses sa finesse. Alors, Olivier Mazerolle, on va se répartir les rôles. Moi, je vais montrer l'étendue de mon esprit, et puis vous allez montrer la finesse du vôtre. C'est ça qui va être dur. Sacré défi, hein. Alors, attention, c'est parti. Alors, je me prépare, allons-y. Attention. Est-ce que vous avez une devise dans la vie? Droit au but. Ah oui, là, on sent le supporter de l'OM. Hein. Voilà. D'accord, effectivement. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? La rébellion. Qu'est-ce qui vous étonne encore dans la vie? La bêtise. Ah, donc c'est négatif. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Le monde people. Pardon? Le monde people. J'ai horreur de ça. Ah. Les obligations mondaines, ça c'est une espèce de... où on rencontre des gens dont on n'a que faire. D'ailleurs, je m'en passe très très souvent. Ah oui, donc c'est le luxe dont vous aimeriez vous passer. Oui, c'est ça, oui. D'accord, moi c'était celui dont vous ne sauriez vous passer. Ah, dont je ne saurais me passer. Comme ça on aura deux réponses. Ah, pardon, dont je ne saurais me passer. Le luxe dont je ne saurais me passer, faire ce que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, c'est respecté. Oui. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Je sais pas, franchement, Joker, là, je sais pas, j'en ai fait tellement que je ne sais pas. Non, t'as du mal à vous imaginer en train de faire des folies. Des folies? Ouais. Bon, je sais pas, si traiter de con mon adjudant à l'armée, par exemple, ce qui m'a obligé ensuite très manipulateur pour éviter 80 jours de mitard. Voilà. D'accord. Parce que je l'avais fait devant tout le monde, de surcroît. Bah évidemment. Non, bah oui. C'était mieux. Un peu de Ouais, gloriole quand quand même. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Ah. Et ne me citez pas un joueur de l'OM, hein? Non. Soupçonné, Jean-Paul II, je pense. Parce que chaque fois que j'ai l'occasion de parler de lui, je m'enflamme. Oui, on a pu s'en rendre compte dans l'émission. Oui, très peu. Parce que je pourrais comme ça en faire des tonnes. Quelle est la personnalité politique, vous qui en avez fréquenté beaucoup, quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Raymond Barre. Parce que? Parce que c'est un homme droit, qui a mis en œuvre ses convictions, sans doute peut-être en ne se préoccupant pas suffisamment de l'environnement, mais il n'a pas dérogé. Des hommes droits en politique, il n'y en a peut-être pas tant que ça, c'est ce que vous essayez de nous dire? C'est ça, mais pour lui, l'important, c'était de faire ce qu'il croyait être juste et nécessaire, et il n'a pas fait de compromis avec ça. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? On vous a jamais fait de compliment? Si, bah oui, voilà, t'as été bon, c'était bien, c'était, oui, enfin voilà. Bon. Vous n'êtes pas très Chose réceptif aux compliments. Ah si, je suis très réceptif, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous prenez un air bêta, vous dites merci beaucoup, bon voilà. mais que ceux qui nous écoutent soient gentils, et continuent, m'envoient des compliments, oui bien sûr, j'aime beaucoup ça. Ah ben je vous en ferai un, vous faites très bien l'air bêta. Bon. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? La gourmandise. Bon, c'est un joli défaut, ça. Ah bah, attendez, quand vous mangez trop et que vous êtes mal fichu ensuite, voilà. Ah. Mais quand même. Ça devient un péché. Voilà, c'est un péché, mais c'est quand même bien. Quel est le livre que vous relisez sans cesse? Le fameux livre de chevet. Il y a longtemps que je n'ai pas relu, donc je ne le relis pas sans cesse, mais mon livre de référence, c'est Le Zéro ou l'Infini, d'Arthur Koestler. Parce que? Parce qu'il m'a fait découvrir ce monde, justement, bizarre, où les hommes s'accusent de choses qu'ils n'ont pas commises, de la dictature qui pèse sur les esprits. Voilà, ça m'a rendu farouchement hostile aux dictatures, et particulièrement celles issues de l'Union soviétique. Quel est l'échec qui vous a fait avancer le plus? L'échec scolaire. Ça m'a obligé à me reprendre en main.
Avez-vous un rêve inachevé, Oui, plein. par exemple? Pas avoir écrit des livres, de ne pas avoir fait tel ou tel reportage, de ne pas avoir compris, par exemple, ça dans les années 80, ça nous reliait au journalisme, mais qu'il se passait vraiment quelque chose dans les banlieues françaises, et que ce n'était pas uniquement Jean-Marie Le Pen, et qu'il exprimait d'une façon qui ne donnait pas envie d'y aller voir. Mais tout ce qu'on vit actuellement, ça vient de là. Voilà, la mutation, elle était là. D'avoir manqué un peu d'anticipation et de flair journalistique. Nous, on n'a rien fait. Comme journaliste, on a méprisé ce phénomène. Et aujourd'hui, on l'a sur les bras. Hein. Quelle a été votre plus belle réussite, qu'elle soit privée ou professionnelle? Réussite? Oui. Quand j'ai su... Ah, tiens, si, un jour, j'étais à Radio Monte-Carlo, un match de basket de l'Olympique d'Antibes, qui était champion de France de basket, un match de Coupe d'Europe à Athènes. Et quand on est rentré le lendemain à Nice, à l'aéroport de Nice, il y avait des supporters d'Antibes qui étaient là, avec d'immenses bouquets de fleurs. Et c'est à moi qu'ils étaient destinés, parce que je leur avais fait vivre le match. Oh. Comme s'ils y étaient. Voilà, ça c'était un formidable compliment. Ah ben voilà, un très beau compliment. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? Non. Il pleure pas, Olivier Mazerolle. Si, je pleure, mais je ne sais pas quand. Mais je pleure, ça c'est sûr. Je suis très facilement ému. Quand je vois quelqu'un qui se bat pour quelque chose qu'il veut faire, oui. Je trouve ça très touchant. Parce que ça vous remue les tripes. C'est une histoire humaine qui est en train de se dérouler devant vous, là. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire quelle est la dernière, j'en sais rien, parce que vous savez, je ne suis pas un homme du passé, moi, je vis le moment présent, voilà. Qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie? Il y a tellement de façons de la réussir. Tellement de façons de la réussir. Savoir s'arrêter de temps en temps, ce que je ne sais pas faire. Et dernière question, la vie que vous menez est-elle bien celle que vous voulez? Non, parce qu'elle est amputée de quelque chose, mais toutes les vies sont forcément amputées de quelque chose. Moi, je suis tellement dans mon métier que je suis assez peu dans ma vie personnelle. Donc, du coup, cette dimension-là manque. Je sais que je pénalise les miens. Voilà. Mais en même temps, si je les pénalise pas, ça va être mon métier. Et mon métier, c'est pas mon métier. Il est là. C'est votre vie. Donc, en fait, c'est une affaire très privée, mon métier. C'est une distraction. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu toute cette semaine dans VIP. C'était très agréable de vous découvrir. Ben, merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Parce que, vous savez, comme ça, quand on fait parler les autres, une fois de temps en temps, c'est amusant. Ça fait drôle en tout cas d'être obligé de répondre. Vous en êtes très bien tiré. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite? Oui. La suite de votre vie. Qu'il y ait comme ça des rencontres, des successions, des phases, que ça change, que ça bouge. Et que vous continuez d'allier. On s'ennuie pas. Droit au but. Droit au but, bien sûr. Voilà. Okay. Et voilà. Et puis, franchement, je vais finir par ce qui va vous apparaître comme étant une dérision. Mais si l'OM pouvait normalement avoir un joli titre, ça ferait du bien à tellement de gens dans une ville qui est un peu malheureuse que ça serait bien. Voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Mazerolle. Merci, au revoir. Au revoir.